Bonjour à tous, tout d'abord. J'ai la lourde tâche de conclure la journée qui était excellente avec de grandes interventions, enfin celles auxquelles j'ai pu assister. L'année dernière, j'étais juste après le repas, donc là, c'est encore un petit challenge. Merci Karim, il n'est pas là, mais je lui dirai. Donc moi, c'est la thématique sur le retour d'expérience. Vous allez voir, on va s'éloigner un petit peu de tout ça. Je vais vous présenter juste en quelques mots ce que je fais. En fait, moi, je suis dirigeant et fondateur de 2 entreprises, une qui s'appelle Enovia, l'autre Crazylog. Donc Enovia, en fait, on fait du service et de l'accompagnement sur l'amélioration de la maintenance au sens large du terme. Donc avec une équipe de consultants, mais qui ne sont pas du costume-cravate Paris La Défense, mais qui sont des techniciens de maintenance. Et on nous appelle, en général, quand on a un problème avec sa GMAO. Mais bizarrement, c'est jamais le problème de la GMAO. Alors je ne vais pas contredire ce qu'a dit Marc-Antoine, parce que ça en fait partie, mais ça ne reste, ce n'est qu'un outil. Si on se blesse avec un tournevis, c'est pas la faute du tournevis, quoi. Voilà. Donc à un moment, il y a une responsabilité, ou en tout cas des facteurs qui sont partagés entre l'outil, ce qu'il fait, ce qu'on veut faire, déjà est-ce que je sais ce que je veux faire, et comment je le fais, quoi. Donc, et évidemment, avec quoi. Et là, on parle des données. Donc si on a tout ça mis bout à bout, on arrive à avoir un succès dans son projet de GMAO, qui n'est juste que la retranscription d'une organisation et qui est un outil au service de la maintenance, c'est pas l'inverse. Donc on a travaillé depuis 11 ans, on a 160 référents, donc 160 usines qui nous ont appelés à un moment pour des problèmes divers et variés, qu'on a résolus ou pas, on va être honnête. Et sur ces 160 usines, je n'ai jamais vu une GMO qui gérait correctement le préventif, le correctif, les stocks, la documentation en même temps. Donc il y avait des doublés, des triplés, mais rarement les 4. Et surtout, 0 avec des indicateurs. J'en ai pas vu. Enfin, des indicateurs, exploitables, hein. Des trucs qui servent à piloter après. Fiable. Donc on a pour le retour vers le futur, donc moi j'ai voulu parler un peu de l'usine du futur puisque c'était Karim qui m'avait gentiment proposé ce sujet. Donc juste un petit menu. Donc de quoi est-ce qu'on parle? On va voir, est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est une évolution? Et retour d'expérience sur l'usine actuelle du futur. Alors l'usine du futur, c'est... Je peux prendre le micro? Il n'y a pas un micro Merci. Ouais, comme j'aime bien, voilà. Donc l'usine du futur, en fait, c'est une petite définition. J'aime bien les définitions parce qu'au moins ça positionne, on sait de quoi on part. Donc évidemment, elle doit être compétitive et performante. Donc il y a un aspect économique, mais aussi il y a dedans organisationnel et sociétaux. Donc il y a le organisationnel, et on va voir tout à l'heure un peu l'importance de ça. Donc on se focalise beaucoup sur l'aspect technologique, outils, maintenance conditionnelle, prévisionnelle, big data, deep learning, machine learning et intelligence artificielle. Mais entre tout ça, entre la chaise et le clavier, il y a un homme. Et on va parler de ça. Donc effectivement, cette usine, elle doit être compétitive, profitable, mais elle doit être aussi humaniste et riche de sens. Ça veut dire qu'il faut embarquer les gens. Ces transformations dont tout le monde parle, il va falloir qu'à un moment, les équipes soient pleinement impliquées, parce qu'on ne va pas les remplacer par ni des logiciels ni des robots. Enfin, ceux qui pensent ça, déjà, il faut qu'ils sortent de la salle. Et si des gens dans votre entourage pensent ça ou ont entendu ça, c'est des conneries. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc l'innovation technique, ça va être une chose, mais l'innovation managériale, ça va être autre chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre. On ne peut pas faire la même chose avec des outils différents et on va avoir un résultat qui va être moins bien que ce qu'on fait. Ou alors si on fait différemment avec les mêmes outils, on va avoir un résultat qui ne va pas être forcément celui qu'on veut. Donc il faut faire différemment avec des outils différents. Et là, on va arriver à créer de l'innovation. Donc c'est pour ça que l'innovation, c'est pas une finalité, mais c'est un moyen. C'est-à-dire, on va pas dire putain ouais c'est génial, moi je veux mettre de la maintenance prévisionnelle. Ça veut rien dire en fait. C'est-à-dire pourquoi vous voulez le faire, à quoi ça va vous servir, et qui va le faire, comment on va le faire, sous quel délai. C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. C'est pas simplement de se dire oui, j'ai entendu que c'est bien, je suis allé voir Innova Maintenance, j'ai vu des super trucs, et ben moi je veux ça. Donc les garçons, voilà, équipe de monsieur le responsable maintenance, moi je veux de la maintenance prévisionnelle dans 2 ans, quoi. Ouais, ok chef, on va consulter, on va faire un cahier des charges. Ouais.
Et au bout de 2 ans, bah, on a un cahier des charges et on a des réponses et puis on est bien avancé, quoi. Donc c'est pour ça, c'est pas une finalité. Donc ceux qui vendent des outils, c'est bien. Mais maintenant, il faut qu'il y ait des gens pour l'utiliser, quoi. Donc malgré la beauté de l'outil, si personne n'est capable de l'utiliser, il sera inutile. Donc là, j'ai un peu défloré le sujet, mais c'est tous ces mots-clés que vous allez entendre, donc, qui vont faire briller les yeux des niveaux supérieurs de management, mais qui, arrivés en fait, et déclinés au niveau opérationnel, vont être beaucoup moins reluisants parce que c'est vous qui allez subir. Donc à un moment, c'est déjà important de comprendre ce que c'est, ce que ça fait, ce que ça peut apporter. Donc ça, je pense, c'est important, vous, en tant que technicien responsable de maintenance, d'aller vous cultiver et d'aller regarder ce qui se passe là-dessus. Ça ne veut pas dire comprendre dans le détail, mais au moins, quand on en parle, vous allez avoir beaucoup de charlatans qui vont débarquer, qui vont vous expliquer que ça va révolutionner. Moi, j'ai des exemples. Un gars, il vous propose un boîtier que vous posez avec un aimant sur une machine, et ça apprend comment fonctionne la machine, et ça vous dit quand ça va tomber en panne. Voilà. Non mais, enfin voilà. Donc ça, c'est de la couille en barre, quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais ça à l'écoute de certains managers, décideurs qui ont envie d'acheter du rêve. Donc le rêve, et celui qui a envie d'en acheter, il faut lui en donner. Mais vous, ce ne sera pas un rêve, après ce sera un cauchemar. Alors on parle de révolution, je sais plus, la 4e révolution industrielle. Alors une révolution, c'est quoi? Parce qu'on dit une révolution, c'est ça. Hein, c'est un changement brusque d'ordre économique, moral, culturel qui se produit dans une société. Donc bon, changement brusque. Hein. Ça veut dire que là, la révolution, c'est parti, on y va, quoi. Hein. Donc c'est pour ça qu'avant de se lancer dans cette révolution, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est se poser quelques questions en fait. Donc on parle d'industrie 4.0. L'industrie 4.0, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va apporter? Pourquoi est-ce que je veux le faire? Est-ce que j'en ai besoin? C'est-à-dire, est-ce que fondamentalement, c'est quelque chose qui va changer ma vie en termes de performance, en termes de capacité en fait à améliorer ma production, en termes de capacité à fédérer mes équipes? Quel va être le bénéfice? Parce que si le bénéfice est de payer de l'argent pour dire je fais comme le voisin, moi regardez, je suis en 4.0, bon, l'investissement il va pas forcément être rentable à la hauteur à laquelle vous l'attendez, quoi. Donc c'est pas Karl Marx. Voilà, donc j'ai pris une petite citation, mais de Darwin. Donc c'est celles qui survivent, c'est pas les plus intelligentes, mais c'est celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc en fait, c'est pas parce que vous allez avoir le meilleur outil, c'est pas parce que vous allez avoir les meilleures compétences au sein de l'usine que vous allez forcément réussir ce changement. Le changement, c'est vous qui allez piloter parce que vous allez être flexible et vous allez être moteur et vous allez être actif dans ce changement-là. Vous n'allez pas être passif, vous n'allez pas subir. Donc il y a 2 approches. Hein. Donc effectivement, on peut aller sur la révolution. Et la révolution, donc c'est on triomphe ou on meurt. Donc on y va. On va tout changer, on va tout casser, on va tout mettre à plat. On va oublier l'usine dans laquelle vous travaillez. Vous avez tout faux. On va vous expliquer maintenant comment ça marche. Donc ça, malheureusement, c'est ça la révolution. Si vous voulez avoir une révolution, donc une révolution en France, on aime bien les révolutions, mais on aime bien qu'elles soient pas trop près de chez nous. Et puis surtout, si vous voulez, on aime bien ne pas en subir les conséquences. Donc on est tout à fait d'accord pour la porter, après de l'assumer, c'est plus compliqué. Donc la révolution, si on veut avoir une révolution technologique, mais qui est mal préparée, et qu'on n'a pas d'objectif clair, bon, on va se retrouver avec des soucis. Les logiciels vont compenser des faiblesses. Alors faiblesses, je veux froisser personne, hein, mais il y a certaines faiblesses qui sont identifiées, réelles ou fausses, ou certains points qui seraient améliorés. On se dit, c'est super, on va mettre un outil de GMAO. Ouais, je rigole, mais bon, c'est pas forcément l'usine du futur, mais en tout cas, c'est beaucoup de choses qu'on entend. Donc on dit, on va mettre une GMAO, et puis ça va changer fondamentalement la vie. Et puis on va rajouter des couches, on va faire du machine learning, on va avoir des data lakes, et puis ça va être super, vous allez voir. Imposer des solutions technologiques inadéquates, ça veut dire que ça, c'est la décision centrale. Donc quelqu'un va décider en haut, parce qu'il aura vu que c'est utilisé dans une autre société qui fait la même chose, que c'est le même outil, que l'autre société évidemment va pas lui dire ce truc là ça marche pas, et on galère vu qu'ils ont dépensé 200 millions d'euros là-dessus, ils vont pas vous dire non, cette solution
on l'a maudit, on aurait préféré mourir plutôt que de l'acheter, mais on l'a. Donc on va dire, bah oui, c'est super, donc prenez la même. Continuez avec la même organisation. Donc on veut changer les choses, mais on travaille toujours de la même manière. On a toujours les mêmes fonctions, on a toujours les mêmes chefs, on a toujours les mêmes sous-traitants, toujours voilà, même service achat. Ne pas accompagner les équipes. Ne pas accompagner les équipes, bah, les garçons, voilà, vous étiez 1.0, vous êtes 4.0 maintenant, félicitations, allez-y. Voilà, on se retrouve dans 2 ans. Non, ça marche pas. Je veux dire, à un moment, il faut que derrière, les objectifs, s'ils sont pas clairs et qu'on vous dit il faut aller quelque part où vous savez pas où il faut aller, ça va être difficile. Tout ce dont je vous parle là, c'est pas juste du pipeau, hein, enfin peut-être un peu, mais c'est surtout des choses que j'entends moi quand je vais dans les usines. C'est toute une compilation parce que quand les gens nous appellent, c'est pas que ça va bien, enfin c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils ont des marges de progression, chers clients, bonjour. Et c'est pour ça que tous ces cas de figure là, en fait, on les retrouve quoi. On les retrouve dans les causes. Et c'est rarement des problèmes techniques en fait. C'est plus des problèmes organisationnels, de management et des problèmes à des moments de compétences, pas de compétences intrinsèques, mais d'adéquation entre ce qu'on demande aux gens de faire et les compétences qu'ils ont. Donc c'est transition, donc les bonnes compétences. Bah, enfin, un exemple, mais un magasinier, c'est quelqu'un qui doit être structuré mentalement et qui doit être organisé dans son travail. Bon, bah, le gars dont on ne sait pas quoi faire, à qui il manque un bras et qui rate tout, bah, on le met là. Voilà, à la fin, bah, on a ce qui, on voit la documentation. Enfin, donc on se retrouve sur des postes importants avec les personnes qui sont là parce qu'on a essayé de les mettre, de les caser et de les mettre au bon endroit. Ne pas partager le projet, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure. On dit voilà, on va faire ça. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Mais nous, on va avancer et voilà à peu près comment ça va se passer. Donc c'est important que le projet de transformation, qu'il soit digital, qu'il soit organisationnel ou quoi, il soit partagé, il soit expliqué et il soit accepté par, à minima, un groupe de personnes qui ont envie d'avancer en fait. C'est là où je dis ne pas prendre en compte les doléances de ceux qui ne veulent pas changer parce que, et ça j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est français, mais dans toutes les usines, quand on parle de changement, il y a à peu près un tiers des gens qui sont très intéressés et très motivés, il y a un tiers des gens qui suivent, et il y a un tiers des gens, plus ou moins, qui vont être dans le refus absolu. Et le refus pavlovien, c'est-à-dire ils ne vont même pas chercher à comprendre ce qui va changer et pourquoi, ils vont dire non, moi je ne veux pas le faire. Sauf que c'est 30%, ou c'est peut-être moins, c'est peut-être 10, c'est peut-être 20, mais ça suffit, enfin, il ne suffit pas d'une grande proportion, il suffit d'une personne pour finalement faire en sorte que le projet soit dénaturé, dans la mesure où on va n'écouter que celui qui râle en fait. Donc c'est le gars qui râle, et on va l'écouter. Et on a vu ça sur des projets de GMAO, l'outil, ah bah oui, mais attendez, je peux pas l'utiliser parce que là, c'est pas en rouge. Ah oui, mais je peux pas l'utiliser parce que là, quand je clique ici, ça fait pas ça. Ah quoi ça, ah oui, ça fait pas ça automatiquement. Ah ouais, c'est un problème. Je dis mais pourquoi ça vous sert à quelque chose? Non, mais c'est un problème. Ah ok, bon, voilà. Donc est-ce qu'on veut la révolution ou est-ce qu'on veut plutôt aller peut-être plus progressivement et faire une évolution? Donc se dire voilà où est-ce qu'on veut aller. Déjà voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut atteindre, parce que ça va être des objectifs. Voilà pourquoi on le fait. Donc ça veut dire parce que je veux atteindre des objectifs. Donc c'est une politique. Donc la politique, ça va définir les grandes lignes de ma stratégie. La stratégie, c'est comment je vais appliquer ma politique. Donc c'est comment je vais m'organiser en détail, comment je vais décliner la politique pour atteindre les objectifs. Dans la stratégie, alors les fameux processus qui étaient dans le tableau tout à l'heure de notre ami américain, dont j'ai oublié le nom, mais qu'il a rajouté, c'est les processus. C'est comment on enchaîne les tâches. Déjà parce que, attendez, si déjà on ne sait pas comment on travaille, ou si c'est pas clair pour tout le monde, parce que quand on se met tous autour de la table et qu'on dit voilà qui réceptionne une pièce, ah c'est Roger, c'est Robert, parfois c'est moi. Ok, bon bah là ça marche pas. Je veux dire, si on veut mettre en place un outil ou une nouvelle organisation, il faut déjà comprendre comment l'ancienne organisation fonctionne, quels sont ses problèmes, et ensuite de pouvoir mettre en place des processus qui vont être en phase avec les nouveaux objectifs qu'on se fixe. Parce que tout ça, tous ces prérequis là, si on les a pas, quand je prends l'exemple de la GMAO parce que bon,
pas dire que c'est l'industrie du futur, mais c'est malheureusement ce que vous subissez. Ce travail-là, il n'est pas fait. Donc on le fait en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on décide de mettre une liste déroulante à gauche et une case à cocher à droite, on est en train de se demander qui réceptionne la pièce, quoi. Voilà. Et là, ça crée une grosse confusion, on perd beaucoup de temps, et au final, on arrive à quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Une fois qu'on a défini les processus, donc qu'est-ce qu'on fait avec qui fait quoi en termes de fonctions? C'est le magasinier, c'est le chef d'équipe, c'est le responsable maintenance, c'est le technicien maintenance, c'est le responsable méthode, c'est Pierre-Paul Jacques. On peut faire une espèce de fiche de compétences. Et donc on a fait l'exercice, nous en nous basant sur la norme NFX 60027, là, donc éditée par pour laquelle la FIM a contribué, qui définit les processus de maintenance. C'est une norme très bonne, très excellente, que je vous recommande, qui est très bien faite. On a fait l'exercice à l'envers de se dire, voilà, si on suit tous les processus, quelles sont les compétences nécessaires pour le responsable de maintenance, pour le magasinier, pour ça. Et bien quand on voit les compétences nécessaires pour le responsable de maintenance au sens de la norme, ben, je peux vous dire que le gars, eh ben, c'est un poste qui est très très important et qui nécessite des compétences managériales, d'organisation et techniques qui sont très importantes. Et nous, ce qu'on voit, ce qu'on disait, l'attractivité du métier de la maintenance faisant que je parle moi du point de vue, je parle pas du manufacturing dont je pense que vous êtes tous vous travaillez tous dans des usines de fabrication où là on est sur des niveaux de qualification qui sont plus affirmés et puis une culture industrielle qui est plus forte. Moi je parle de l'énergie, traitement des déchets, traitement d'eau, d'autres secteurs qui sont pas encore industrialisés au sens de la production, et pour lesquels on a mis en fait des personnes qui sont des bons techniciens et qu'on a fait monter en responsable de maintenance parce que derrière, bah, c'était la seule opportunité qu'ils avaient pour pouvoir progresser. Donc c'est le gars qui était très bon techniquement, le super mécano, le super élec, mais c'est un très mauvais responsable de maintenance. Et on voit que c'est vraiment un frein, notamment à la mise en place de politiques de changement. Parce que cette personne-là est la première en général, à pas vouloir changer. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on a défini les compétences requises, ça ne veut pas dire bah, toi, tu t'en vas et toi tu restes. Ça veut dire non, on sait exactement sur quoi il faut former et sur quoi il faut accompagner. Donc une fois qu'on a fait cet exercice-là, on sait que oui, bah, toi, tu ne pourras pas faire ça, et toi, tu pourras faire autre chose, mais tu devras avoir cette formation-là. On a eu des cas où un client a rétrogradé, entre guillemets, alors c'est un responsable maintenance. Il l'a remis technicien, il a gardé son salaire, et le gars était beaucoup plus heureux. Et le nouveau responsable de maintenance a fait un boulot de responsable de maintenance, et pas de super technicien pompier qui répare tout et qui passe son temps sur le chantier, sur le site, pardon, et qui ne passe pas du tout son temps à gérer, organiser, planifier, enfin tout ce que doit faire un responsable de maintenance. Et choisir les bons outils, donc là, on en a vu plusieurs. C'est pas juste un outil. On ne va pas s'interdire de se choisir des différents outils. Quand on mange, on a, je sais pas, une fourchette, un couteau et une cuillère. On va pas utiliser qu'une fourchette ou qu'un couteau. On peut le faire, mais ça peut être sale. Donc il faut pas s'interdire de faire et d'utiliser plusieurs outils parce qu'on a choisi le bon outil pour pouvoir répondre aux bons besoins. Si mon outil universel ne répond pas bien aux besoins, eh ben, je ne dois pas m'interdire d'en choisir un autre. Ce n'est pas une honte. Alors on sait que les services informatiques sont très à cheval sur l'absence de démultiplication des logiciels, mais le fait de faire ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça finit en tableau Excel, en macro, en base access de tous les côtés, et chacun se fait son petit logiciel dans son coin. Donc c'est pire que tout, quoi. De croire qu'un logiciel peut tout faire, c'est un peu une erreur. C'est comme dans une boîte à outils, bah, si on n'avait qu'un seul outil, voilà, il faut des outils, il faut pas un outil. Voilà, et ça, donc là je presse un peu pour la paroisse, mais c'est se faire accompagner. C'est pas se faire accompagner parce que vous n'êtes pas capable de faire les choses, c'est se faire accompagner parce que parce qu'on n'a pas toujours, voilà, c'est parce qu'on n'a pas toujours finalement la capacité de prendre le recul et de pouvoir se mettre en situation de se dire voilà comment je dois faire, voilà par où je dois aller, par où je dois passer. Enfin ça c'est, je veux dire, on se l'applique à soi-même aussi. Moi je me fais accompagner, enfin quand je fais du recrutement, je me fais accompagner par un cabinet de recrutement. Quand j'ai un problème juridique, je me fais accompagner par un avocat. Quand c'est financier, je me fais accompagner par un expert comptable. On ne peut pas être expert de tout, on ne peut pas être spécialiste de tout, et surtout on bénéficie de l'expérience de gens qui ont travaillé sur des dizaines de cas.
Alors que vous, peut-être, vous avez vu une usine, 2 usines, 3 usines. C'est pour ça que j'ai mis une petite citation. Donc, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Voilà. Donc, si on se dit, moi, de toute façon, je crois gneugneux, ça marche très bien comme on est. L'autre, il me raconte qu'il faut faire ci, ok, je vais le faire, mais je vais continuer à faire comme je fais avant. Bah non, ça va pas marcher. On va se retrouver dans une situation délicate. Donc là, voilà, un petit résumé. Alors après, sur ce qu'on a vu, sur nos 160 usines, donc dans les secteurs que je vous ai cités, avec quelques écartades dans la pharmacie, le nucléaire, le pétrole, le naval. Et on retrouve souvent ces cas communs. Donc le manager qui n'en sont pas, parce qu'ils ont, c'est pas de leur, je veux dire, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été accompagnés, ils ont été bombardés, responsables de quelque chose, alors que la seule chose qu'ils voulaient, c'était gagner plus. Avoir plus, que son expertise technique soit reconnue, mais comme c'est pas le cas, c'est compliqué apparemment en France de payer des experts techniques, donc on lui dit, bah non, il faut que tu passes sur un poste de management. Ok, il y a maman à la maison, elle lui dit, bah vas-y, ça fera 10% de plus. Ouais, sauf qu'à la fin, il souffre, parce que de la technique, il n'en fait plus, ou en tout cas, on lui demande de plus en faire, et il faut plus qu'il en fasse, ou en tout cas le moins possible, mais il en fait quand même, et donc il fait pas son boulot. Donc le manque d'organisation qui rejoint ça, c'est-à-dire que le manager, lui qui aime pas manager, lui il aime bien être avec les équipes sur le terrain en train de démonter la pompe. Ça c'est son kiff, quoi. C'est vraiment ce qu'il aime. Donc pendant qu'il fait ça, il n'organise pas, il planifie pas, et derrière on se retrouve dans une organisation qui est forcément flottante, d'autant plus que les gens qu'il doit diriger sont ses anciens collègues. Et là c'est pas simple, hein. Enfin, je veux dire, il faut arriver à le gérer. C'est pas toujours simple. Donc le manque d'experts, donc ce que disait Marc-Antoine et qui se vérifie, hein, donc c'est bien gentil, mais on fait monter les gens qui sont des très bons techniciens, bah, ils sont plus là, enfin ils sont plus disponibles à 100% pour résoudre des problèmes techniques. On fait tout nous-mêmes. Alors ça, ouais. À l'autre compte, tu te rends compte, il m'a demandé 2000 € pour faire ça, on va le faire et ça va nous coûter 15 000 parce qu'on aura pété la machine et puis voilà. Mais bon, mais on aura fait tout nous-mêmes. Ok. Bon. C'est de savoir quel est notre cœur de métier, qu'est-ce qu'on sait bien faire, sur quoi on doit s'améliorer, et le reste, eh ben, y a des spécialistes pour faire ça. On fait actuellement une prestation sur une centrale thermique pour justement recentrer ça en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on externalise, puisque ça s'est fait un peu au fil de l'eau, sans forcément de réflexion, sur quel périmètre on va externaliser, quelles compétences, etc. Et le résultat est assez intéressant parce que finalement, ça permet aux gens de se poser beaucoup de questions. Et au final, on va avoir un résultat qui sera issu d'une démarche structurée et pas juste d'un hasard, enfin pas d'un hasard, mais d'une histoire sur 10 ans. On ne sait même plus pourquoi on sous-traite et à qui et pourquoi. À qui et pourquoi. Donc plus c'est gros, plus c'est beau. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que je vais prêcher un peu pour les PME. Enfin, alors je sais que dans les usines, vous avez un réseau de sous-traitants et de prestataires fidèles, proches, que vous maintenez. Malheureusement, il y a des contrats cadres, il y a des services achats, il y a tout ce truc-là qui s'empile dessus. Et donc, on explique que finalement, tout peut être fait par 2 entreprises généralistes, mais qui sont experts de rien. Donc ça c'est un vrai sujet parce que les sites ont de moins en moins de liberté par rapport à ces choix de prestataires et de fournisseurs. Et évidemment, on prend le plus gros, on prend celui qui rassure, le service achat. Donc on écoute celui ou celle qui ira le plus fort, donc ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On va aller vers comme on n'est pas manager et qu'on n'aime pas gérer ce conflit parce que c'est un ancien collègue, eh ben on va aller dans la facilité, on va dire oui. Ah, ça t'embête, eh ben oui. Et ça t'embête, eh ben oui. Voilà. Enfin, j'ai créé ma boîte, j'étais pas, je suis ingénieur, j'étais pas formé au management à l'ESSEC Business School, quoi. Mais c'est des situations que j'ai eu à gérer, que des gens que j'ai montés en chef de projet ont eu à gérer parce qu'ils avaient d'anciens collègues sous leur responsabilité. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger, hein. Ça crée des tensions et on voit à des moments du mal-être vraiment dans l'équipe. Voilà, alors les objectifs, donc quand on pose la question, quand on fait des fois des audits, enfin des diagnostics, c'est pas une perquisition judiciaire, quoi. C'est pas du tout ça. Mais
ce qu'on voit, c'est que quand on demande voilà, aux responsables de maintenance quels sont vos objectifs, il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. C'est vrai, il a raison, mais c'est pas un objectif, quoi. Je veux dire, il faut que ça tourne, évidemment qu'il faut que ça tourne. C'est pour ça qu'il est payé. Mais il faut que ça tourne quoi? Combien? Comment? À quel coût? On a des gens qui ne gèrent pas de budget, quoi. Ils n'ont pas accès au budget, mais ils ont le titre responsable de maintenance. Je ne vois pas comment on peut être responsable de maintenance et pas gérer son budget, dans la mesure, parce qu'on ne leur demande pas d'objectif. Donc c'est confortable. On ne me demande rien, il faut que ça tourne, ça tourne. Moi, je fais des commandes, on me les valide, et puis c'est bon, on est tranquille. Mais la motivation n'y est pas forcément dans ce genre de fonctionnement, et elle est même rarement. Voilà, et puis bon, ça tend à changer un petit peu, mais quand même tout doucement, parce qu'on a des services informatiques tout puissants qui veulent tout centraliser, parce qu'eux, ils ont envie de faire le moins possible. Non, mais il faut être clair. Hein. Et à partir de ce moment-là, ben, le critère de choix, c'est faut que ce soit centralisé et qu'il faut que moi, ça me donne le moins de travail possible. C'est pas que vous, ça vous sert à quelque chose. Ça, c'est pas la priorité. On va vous parler de maintenabilité, de sécurité, enfin, on va vous parler de plein de conneries. Et au final, ces choses-là sont des faux prétextes. La preuve en est que souvent, quand on discute avec les services informatiques, à partir du moment où vous leur dites, à un moment, le cloud, c'était tabou. Nous, on a commencé, notre logiciel QuickBrain a commencé en cloud en 2009. Donc on était vraiment très très précurseur là-dedans. Donc on a un peu débroussaillé, on a un peu essuyé les plâtres. Donc au début c'était tabou, c'était mal, il fallait tout installer en local, patati patata. Et puis quand ils ont compris que finalement ça leur faisait moins de travail, bah, tout de suite le cloud c'est devenu waouh c'est génial, je paye une facture et c'est fini quoi, je m'embête plus. Donc le cloud se développe. Alors voilà, donc l'usine actuelle du futur, donc c'est cette usine dans laquelle vous êtes, on ne va pas la raser, on ne va pas virer tout le monde et on ne va pas reconstruire une en 4.0, c'est illusoire. Donc comment est-ce qu'on l'emmène et comment est-ce qu'on évolue pour pouvoir justement intégrer ces nouvelles technologies? Donc déjà les besoins du terrain. Donc le terrain c'est vraiment le gars qui va être sur site. Hein. C'est lui qui pilote, c'est lui qui décide, c'est lui le patron. C'est lui qui intervient, c'est lui qui fait tourner la machine quoi. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc il faut que ces besoins, pour que la solution ou pour que les organisations soient acquises et acceptées, il faut qu'ils soient écoutés. Ça ne veut pas dire entendus, hein, mais enfin au moins qu'ils soient écoutés. Donc proposer une véritable valeur ajoutée, ça veut dire qu'il faut expliquer à quoi ça va lui servir. Ok, on va te demander de changer, mais qu'est-ce que ça va t'apporter à toi ? Si on n'arrive pas à expliquer aux gars à qui on demande de faire un effort de formation, d'utiliser un nouvel outil, de passer du temps en plus de ses heures parce qu'à un moment, il aura quand même son quotidien à gérer, si on ne lui explique pas à quoi ça va servir et qu'est-ce que ça va lui apporter, il ne va pas le faire. Je veux dire, à un moment, où il va le faire un petit peu pour faire plaisir, s'il est consciencieux, ou il va le faire comme un robot s'il est très consciencieux, mais on n'aura que ça. Et donc là, on dit, alors former, pas seulement former, je dirais même, donc c'est du compagnonnage, c'est de l'accompagnement. Je veux dire, c'est pas une formation en salle d'une journée où on vous en balance plein la tête, c'est d'être accompagné. Voilà, c'est pas d'être formé en salle comme on peut le faire là maintenant, où vous commencez à vous ennuyer un petit peu. C'est d'avoir quelque chose sur la durée qui permet derrière de pouvoir appréhender et prendre en main ces nouveaux outils et s'habituer à cette nouvelle organisation. Donc repenser l'organisation, donc ça veut dire faire bouger les lignes un petit peu, ça va remettre un petit peu les choses à leur place parce que bon, intuitivement, on voit très bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas à leur place, qui sont malheureuses, on voit très bien qu'il y a des gens qui ont du potentiel qui pourraient évoluer, donc autant ça peut être l'opportunité de remettre un peu les pendules à l'heure et puis de faire en sorte que les gens se retrouvent à la place qui leur convient. Donc élargir le spectre des compétences recherchées dans les recrutements. Alors bon, c'est ce qu'a dit Teddy tout à l'heure, donc deux réponses pour 10 annonces, pour 10 postes, 2 personnes pour 10 postes. Bon, donc ça veut dire que les techniciens formés ou les responsables maintenance n'existent pas sur le marché du travail. Donc ça, il faut le savoir. C'est pas la peine d'essayer de passer des annonces, de multiplier les canaux. Ils n'existent pas. Donc gagnons du temps. Par contre, s'ouvrir un peu sur ces métiers-là. Et c'est pas parce qu'on n'a pas une formation maintenance qu'on va forcément être mauvais. Je cite un exemple régulièrement où c'est une jeune femme qui était secrétaire, assistante comptable
et qui s'est retrouvé à être une excellente responsable de maintenance. Voilà. Parce que ce qui était prédominant dans son caractère, c'était qu'elle était structurée, organisée, méthodique. Et ça s'apprend pas à l'école. On peut avoir bac plus 12 et être un gros bordélique. Et en maintenance, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ça ne marche pas. Donc c'est plus la compétence. Voilà. Donc la compétence, la formation, mais avec des gens qui ont envie d'être formés et qui ont quand même le bagage. Je veux dire, on va prendre un boucher non plus pour faire un responsable automatisme. C'est pas vrai. Mais moi, je viens de recruter quelqu'un qui a un bac. Mais c'est un garçon qui a eu une erreur de parcours, mais qui a fait la Légion étrangère. Donc ça n'y a pas plu. Et donc il s'est retrouvé à niveau bac. Je l'ai embauché au même salaire qu'un bac plus 2. Parce que ce garçon, il a envie, on va le former, et je sais que ça va être quelqu'un, et il est très prometteur. Donc il faut pas la lecture d'un CV, ça s'arrête pas juste au diplôme et à ce qui est marqué dessus. Et souvent, ce qui est marqué dessus, c'est souvent enjolivé. Donc ce qui est important, c'est vraiment la personne, son envie. Est-ce qu'elle a envie, et est-ce qu'elle a ce qu'il faut dans la cafetière pour pouvoir progresser, apprendre et évoluer. C'est ce que je viens de dire. Donc les soft skills, alors c'est très à la mode, les soft skills, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire si le gars, c'est un génie de l'électricité, mais dès qu'on lui parle, il s'énerve, il commence à mettre des coups de boule à tout le monde, ça va pas servir à grand chose, quoi. Il vaut mieux quelqu'un d'un peu moins compétent, mais qui sera suffisamment empathique et qui soit accepté par l'équipe et qui va aller poser les questions et à qui on va répondre. Voilà, parce que si c'est un gros abruti qui a tout vu, tout fait, bah celui-là, à un moment, il se prend un coup de clé à molette et puis on n'entend plus parler, quoi, et il s'en va. Voilà, donc ça c'était un petit peu tout en vrac, mais c'est juste ce que moi j'ai vécu, et c'est assez frustrant, enfin pour tout vous dire, c'est quand même assez frustrant quand on arrive et qu'on on arrive dans une usine où il y a un certain nombre de sujets. Au début, on le prenait par la technique en disant bah, écoutez, on va vous mettre des solutions logicielles et tout, il y a 10 ans, c'est génial, vous allez voir. Et puis pouf, ça faisait un flop. Ouais. Bon, on s'est dit, on va remonter un petit peu, on va faire un petit audit, on va regarder ce qui se passe, on va vous dire bah, voilà, là, ce serait bien quand même de faire un peu différemment. Bon, ça n'a pas été top. On remonte, donc là, on en est maintenant à travailler avec un psychologue. Avec un psychologue pour travailler sur les compétences, les soft skills, pour pouvoir avoir les bonnes personnes aux bons endroits, mais que ce soit des gens extérieurs qui le disent. Parce que c'est toujours compliqué dans une équipe d'expliquer que lui, ça fait 10 ans qu'il fait ça, mais ça fait 10 ans qu'il ne fait pas bien. Et lui, il sait bien qu'il ne fait pas bien, je veux dire, mais il a peur de perdre son boulot. Donc, on est dans des faux bons sentiments, quoi. Et donc, à un moment, on se trouve dans une situation complexe. Voilà. Allez, moi j'ai fini. Je vais juste vous montrer une petite vidéo c'est juste pour détendre l'atmosphère, mais parce que Karim voulait la revoir, donc c'était une spéciale dédicace. Donc c'est un petit, on a fait une preuve de concept avec un assistant virtuel, une espèce d'Alexia, donc c'est Watson d'IBM, pour imaginer, et bon, ça fonctionne, hein, pour imaginer ce que ça pourrait être un assistant maintenance. Pour faciliter justement l'adoption de choses compliquées. Si on a Internet, c'est génial. Putain, en plus ça marche. Je modifie juste un peu le réglage. Hop, je mets en HD. Hop, et c'est parti. Allez. On va comprendre.
peut être beau la maintenance aussi. Ouais, j'ai fini. Oui, moi, j'aime bien cette vidéo. C'est vrai que je l'avais déjà dit là, la dernière fois. C'est libre de droit ou toujours pas? Parce que là, on est en direct. Hein. Ah, ok, parfait. Des questions? Donc là, c'est vraiment un retour d'expérience. Hein. C'est des choses que tout le monde rencontre ou pense tout bas, mais ben voilà, lui, il le dit. Est-ce que j'ai dit des conneries? Est-ce que j'ai dit des bêtises? N'hésitez pas. Hein. S'il y a quoi? Est-ce que j'ai dit des bêtises? Non. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, moi je suis preneur. Hein. Donc c'est bien ça, hein, le souci des compétences, ou le passage d'un poste à un autre. Un super technicien n'est pas forcément un super manager. Hein. Et en plus, il est malheureux, hein, comme tu dis. Hein. Sauf que là, on est vraiment dans une situation de tension hein, dans ce métier, comme tu disais. Hein, et bon, alors l'attractivité de la filière maintenance, bah, c'est loin d'être gagné. On essaye de faire ce qu'on peut. Pour essayer de redonner une image de ces métiers. C'est les métiers où il y a les meilleurs salaires, mais on le voit bien dans notre maison, c'est pas là où il y a le plus de candidats. Et là où il y a le plus de candidats, c'est là où les salaires sont les plus bas. À chercher à comprendre. Hein. Et en plus, c'est pas des secrets, les chiffres sont publiés. On fait une enquête à DUT plus 2 ans. Ben, là où il y a le plus de candidats, c'est là où il y a les moins bons salaires. Et là où il y a les meilleurs salaires et les meilleures perspectives de carrière, c'est là où il y a le moins de candidats. J'ai trouvé l'erreur. Hein. Donc on a fait des modifications en disant que ça va améliorer l'attractivité des métiers techniques et ça a été juste l'inverse. Du coup, il y a eu une carence dans la formation par rapport à la demande. Donc il n'y a pas de mystère. Hein. Il n'y en a pas assez sur le marché. Bon, bah, tant mieux pour vous, hein, puisque... Ah, ils négocient. Ah, vous utilisez pas les smartphones chez vous? Ah ben non, je viens pas chez vous, je vais ailleurs. Ah, on est dans cette situation. Bah, tant mieux pour eux. Hein, mais... Donc ça se négocie aujourd'hui, les salaires se négocient. Donc oui, c'est dur de trouver, et ce qui est rare et cher. Hein. Bon, bah, tant mieux. Alors quoi faire si on avait la solution Moi j'ai dit, tant qu'il n'y aura pas une campagne à 20h30 sur TF1 un dimanche soir, voilà, où on voit quelque chose d'intéressant, non, il n'y a pas. Alors on fait des petites opérations par-ci par-là. Mais tant qu'il n'y a pas une volonté réellement nationale, les métiers... Alors on dit oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est très bien. Et si votre fils vous pose la question, est-ce que vous l'envoyez en maintenance? Ah ben non, ça ne va pas, non. Ouais, c'est ça. Ouais, quand on fait ingénieur, c'est vrai que c'est ceux qui ont raté se retrouvent à la maintenance, quoi. Enfin, c'est mal vu. Non, mais c'est vrai que c'est triste. Alors que c'est un métier qui est passionnant, que j'ai découvert il y a 15 ans. Hein. Je ne venais pas du tout de ça. Moi, je suis ingénieur en mécanique et matériaux, donc j'étais plutôt fait pour faire du bureau d'études. Mais c'est un métier qui est passionnant, en fait. Quand on le prend... que ce soit en phase d'exploitation ou que ce soit en phase de conception d'unité industrielle, pouvoir anticiper ce qui va se passer, dimensionner des plans de maintenance, définir quelles sont les pièces de rechange dont on va avoir besoin, toutes ces thématiques-là, c'est passionnant. Et puis surtout, c'est juste indispensable parce que quand c'est pas fait, c'est ce qui vous arrive. Vous avez des stocks qui sont pléthoriques avec des pièces qui servent à rien, ou parfois qui vous manque la bonne pièce. Enfin, des plans de maintenance qui sont complètement farfelus. Quand vous prenez la doc du constructeur, il faut être 200 personnes. Voilà, enfin, on parle de ça, quoi. Pourtant, les outils existent, mais... Bon. Ah, la documentation, c'est assez révélateur. Hein. Moi, j'ai bien aimé quand ils demandent... c'est ça. Aujourd'hui, il y a la doc officielle et puis la doc du chef, quoi. La doc du chef, ouais. Et puis la doc pas à jour, et puis la doc à la mauvaise version, et puis l'accident, et puis le client qui crame son compresseur... ça lui coûte 30 000 € de réparation parce que sur le PID il manquait une vanne et que c'est le nouvel arrivant. Parce que ça c'est pareil, il y a aussi le problématique de la transmission. Hein. Ouais, je crois qu'ils ont envie de partir. Hein. Oui. Bon, écoute, merci. Merci en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.